Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le tout premier update lecture de cette année. Donc pour celui-ci, on va parler du roman Maître des djinns de Fort Alamo. On continuera avec Là où chantent les écrevisses et on terminera cette update lecture avec le préquel de Légende élatée. Donc on va commencer tout de suite. Je débute cette update lecture avec le roman Maître des djinns qui est écrit par l'auteur P.J. Lee Clark et publié chez La Talente. Dans ce roman, l'auteur nous plonge dans la ville du Caire, mais la ville n'est pas exactement celle que l'on connaît puisque des entités surnaturelles comme des ghouls, des djinns, etc. cohabitent avec les humains et tout ceci est l'œuvre d'un magicien soudanais qui a ouvert une brèche entre les deux mondes et juste après avoir réussi cet exploit, il a tout simplement disparu. Et nous suivons donc le personnage de Fatma El-Sharawi, une employée du ministère de la magie, de l'alchimie et des entités surnaturelles, enquêtrice à qui on va confier l'enquête de l'assassinat des différents membres d'une confrérie dédiée au célèbre magicien soudanais. Et l'auteur de ces meurtres ne serait personne d'autre que le magicien lui-même. Cette année, j'ai envie de renouer un petit peu avec la littérature de l'imaginaire que j'ai délaissée en 2024 et en 2025. J'ai envie de retrouver le plaisir que j'avais à découvrir des univers imaginés de toutes pièces, à voir tout le world building, etc. Et si, en plus, je peux combiner ça avec l'objectif que je m'étais fixé de vider ma pile à lire et de lire plus spécifiquement les reliques, c'est tout bénef. Maître des djinns, c'est un livre que j'avais acheté en 2022 suite aux différentes recommandations très enthousiastes des lecteurs et des lectrices participant au challenge SFFF. J'avais été très intriguée par cette histoire qui faisait référence à la mythologie égyptienne et j'aimais aussi l'idée de retrouver un petit peu comme dans Harry Potter un ministère de la magie. Et autant être transparente, je pense sincèrement que je n'aurais pas apprécié le livre au moment où il est sorti. Je suis heureuse d'avoir attendu quelques années pour que tout l'engouement soit passé parce que Maître des djinns, c'est un livre sympathique mais pas révolutionnaire et je ne comprends pas pourquoi il y a eu autant de retours aussi positifs et enjoués envers ce roman à sa sortie. Déjà, j'ai bien aimé l'univers de Maître des djinns. Comme je le disais dans le résumé du livre, l'intrigue se déroule en Égypte et plus particulièrement dans la ville du Caire, même si on va un petit peu voyager dans d'autres villes pour les besoins de l'enquête. Et puis, on a la présence des djinns, et j'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur nous montre différents types de djinns avec leurs particularités, leurs personnalités, etc. Avec tous ces éléments, j'ai trouvé que leur inclusion dans la société était crédible. Il y a d'autres éléments pour lesquels on n'a peut voir aucun contexte, par exemple les eunuques chaudières. Sincèrement, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. J'ai compris qu'ils faisaient office de serveurs dans des soirées mondaines, mais leur forme, leur fonctionnement, alors là, je n'en ai aucune idée. Et c'est bien dommage parce que l'auteur donne pas mal d'éléments sur l'origine de tel palais, le style architectural de tel bâtiment, donc j'aurais aimé avoir plus de détails sur ces créations originales, ou alors ce sont juste des petits robots et le terme a été traduit de façon un peu aléatoire, je sais pas. Comme je le disais, l'auteur n'est pas avare en description de lieux et de bâtiments. Il donne pas mal de contexte historique et culturel, mais j'avais l'impression que le ton était trop différent et ne s'accordait pas à la narration, comme si les descriptions étaient écrites pour figurer dans un manuel d'histoire et non pour un roman de science-fiction / fantasy. Et d'autant plus que parfois c'était pas le moment d'avoir un cours d'histoire. Pour vous donner un exemple, à la fin, les personnages retournent dans un palais pour régler une affaire assez importante. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'enjeux, et là, l'auteur nous insère une petite anecdote historique qui casse le rythme. Je pense qu'on aurait pu insérer les détails historiques lors de la première visite du palais, quelques centaines de pages plus tôt.
Je tiens quand même à vous rassurer, l'insert des petites anecdotes historiques dans un moment de tension palpable n'est arrivé qu'une seule fois. Et malgré ses près de 500 pages, Maître des djinns est un roman bien rythmé où il y a peu de longueur. J'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre scènes d'action et scènes plus calmes où les personnages réfléchissent aux différents indices qu'ils ont entre leurs mains, où ils apprennent à se connaître et où leurs liens se développent. J'avoue que j'avais un peu peur de commencer parce que je pensais que Maître des djinns c'était un one-shot, mais en réalité il s'inscrit dans une saga qui est composée de 2 recueils de nouvelles où on retrouve les différents personnages de ce roman. On a tout d'abord Les tambours du dieu noir où on retrouve Fatma et Seti. Le second recueil met en avant le personnage de Seti, encore une fois, et d'Ahmed, un collègue de Fatma, également agent au sein du ministère. Mais il n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu Les tambours du dieu noir ou encore Le mystère du tramway hanté, qui est donc le second recueil dont je vous parlais. On sent que les personnages ont un passif, qu'ils ont déjà vécu des histoires ensemble, mais pour autant, je n'ai jamais eu la sensation d'être arrivée comme un cheveu dans la soupe et d'avoir loupé plusieurs épisodes. Et là où l'auteur est quand même fort, il faut l'avouer, c'est qu'on arrive vraiment à suivre, à comprendre tous les tenants et aboutissants, même si les différentes nouvelles sont reliées entre elles et que certains éléments de ces histoires entraînent des répercussions sur l'intrigue de Maître des djinns. J'ai pas vraiment eu cette sensation d'avoir manqué quoi que ce soit et de ne pas avoir toutes les clés de compréhension en main. En parlant de compréhension, on va pouvoir passer au cœur de l'intrigue et de son enquête. Honnêtement, si vous avez envie d'une enquête complexe avec de nombreux questionnements, des zones d'ombre qui s'effacent peu à peu et d'autres qui apparaissent, que chaque personnage soit un suspect potentiel, eh bien je pense que vous allez être un peu déçu par Maître des djinns. C'est une enquête classique, très classique, et je pense que vous trouverez assez facilement le coupable. Ça a été mon cas, je ne vais pas dire que je l'avais compris dès le départ parce que c'est pas vrai, mais je l'ai compris bien avant les personnages parce que l'auteur revenait très régulièrement sur un indice en particulier, et forcément ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai tout de suite compris qui était derrière cette machination. Et qui dit enquête classique, dit mobile classique. Sincèrement, quand le personnage a expliqué ses motivations, j'ai un peu soupiré parce que je trouvais que c'était vu et revu. Je vous en dirai pas davantage pour pas vous spoiler toute l'intrigue, mais c'était prévisible, extrêmement prévisible. En revanche, si l'enquête est plutôt classique et oubliable, j'ai trouvé que les personnages étaient la réelle force du roman. Bon, pas l'antagoniste, on s'entend. Mais j'ai pris un réel plaisir à découvrir les différents personnages, que ce soit Fatma, Adia ou encore Seti. Ce sont toutes des femmes fortes, indépendantes et pleines de ressources, et leur trio fonctionne vraiment bien et on sent qu'il y a une réelle alchimie entre elles. J'ai aimé voir la confiance s'installer petit à petit entre Adia et Fatma. J'ai aimé voir la relation entre Seti et Fatma s'épanouir et devenir de plus en plus solide. Et j'ai même apprécié voir l'amitié naissante entre Seti et Adia. Ce sont les personnages bien plus que l'intrigue qui m'ont intéressée et même si j'aurais aimé que les deux aspects soient aussi qualitatifs l'un et l'autre, ça ne me désole pas plus que ça. En soi, Maître des djinns n'est pas un mauvais livre, et même si je lui trouve des défauts, j'ai passé un bon moment de lecture et la note que je lui ai attribuée est positive. J'en attendais plus parce que le livre a été très populaire à un moment, et moi-même, en relisant le résumé, je me suis dit qu'il y avait plein d'éléments qui m'intriguaient et que ça avait l'air très prometteur. J'ai vu que l'auteur avait sorti un nouveau roman qui s'intitule La Guilde des queues de chats morts, qui est également édité chez La Talente, et je dois avouer qu'il m'intrigue un petit peu. Je pense que si je tombe dessus en bibliothèque, je l'emprunterai et je saurai adapter mes attentes. Ensuite, j'ai lu Fort à la mode de Fab Caro, qui est, comme la plupart de ses romans, édité chez Gallimard. Dans ce roman, nous suivons le personnage de Cyril, un quarantenaire au quotidien tout à fait lambda, mais tout va basculer le jour où une personne âgée va s'écrouler devant lui à la caisse du supermarché.
Cyril croit qu'il est responsable de cet accident parce qu'il a eu des pensées assez sombres envers cette personne et surtout que ce type d'événement va se reproduire. J'aurais adoré vous dire que Fort Alamo a été une excellente lecture, que j'ai ri à gorge déployée, que j'ai adoré retrouver l'humour absurde de Fab Caro, mais malheureusement, ça a été un énorme flop. Et sur l'échelle des différents Fab Caro que j'ai pu lire, je le place en dernière position, juste après Samouraï, qui était jusqu'à présent celui que j'avais le moins aimé. Et pourtant, j'y croyais dur comme fer. Le pitch avait quelque chose qui me faisait penser à Zai Zai Zai, la BD avec laquelle j'ai découvert l'auteur il y a déjà 6 ans de ça. Et je pensais qu'on allait avoir une histoire absurde avec des situations plus rocambolesques les unes que les autres et qu'on irait jusqu'au bout du concept. Mais non. Fort Alamo ne décolle jamais, ne pousse pas son idée. On reste sur une chronique du quotidien qui pourrait être excellente si on avait ces petites touches d'humour pour dédramatiser les absurdités du quotidien. J'aurais pu m'en contenter. Si on m'avait dit que le prochain roman de Fab Caro c'était juste un gars qui stresse à cause de la période des fêtes de fin d'année, qui a hâte que le mois de décembre se termine rapidement, eh bien j'aurais été ravie de découvrir ce livre et je suis certaine que ça m'aurait fait beaucoup rire et puis ça m'aurait aussi fait beaucoup de bien. Mais avec cette histoire de super pouvoir ou de malédiction plutôt, bien je m'attendais à autre chose. Et en fait, je pense que le principal défaut que je trouve à ce livre, c'est que son aspect métaphysique ne sert strictement à rien. Je ne lui trouve aucune utilité, que ce soit scénaristique ou même humoristique. Et malheureusement, les autres éléments ne m'ont pas plus convaincu que ça. Le personnage de Cyril, c'est un peu un copier-coller de ses autres personnages. C'est un homme ordinaire qui n'est pas à l'aise socialement, qui se sent un peu gauche, un peu maladroit, mais pour lequel on a de l'affection parce que on se reconnaît tous et toutes dans ce style de personnage. Et je vois pas ce qu'il a de plus, ce qu'il a de différent. Peut-être un peu sévère parce que j'aime beaucoup les personnages que Fab Caro met en scène d'ordinaire. Ce sont des personnes normales, simples et qui pourraient être nos voisins, nos amis ou des connaissances, mais d'ordinaire, ils ont des réflexions drôles, incisives. Et là, rien. Quant au style d'écriture, il est plutôt simple, c'est fluide, facile à lire, les pages s'enchaînent, mais c'est sans réelle saveur. J'avoue que ça m'a un peu refroidi et que je ne suis pas certaine de vouloir lire cette dernière parution qui s'intitule Les derniers jours de l'apesanteur. De ce que le résumé laisse entrevoir, ça a l'air d'être une histoire sur ce qu'est l'adolescence dans la fin des années 80, les coups de foudre, etc. Ça peut être très drôle, mais je suis pas certaine de vouloir le lire tout de suite. J'ai ensuite découvert un livre qui est resté très longtemps dans ma wishlist, Là où chantent les écrevisses, qui est écrit par Delia Owens et publié aux éditions Seuil. Mais pour ma part, je l'ai découvert dans sa version audio, c'est produit par Audiolib et la narratrice s'appelle Marie Dubled. Dans ce roman, nous suivons le quotidien de Kia, une jeune fille vivant en marge de la société, puisqu'elle et sa famille se sont installées dans un marais de l'état de Caroline du Nord. La vie de Kia n'est absolument pas aisée. Elle subit les préjugés des habitants de la ville, les accès de colère de son père violent et la solitude parce que ses proches vont la quitter un à un sans jamais donner de nouvelles. Et son destin va basculer quelques années plus tard lorsque son seul ami Tate Andrew la quitte pour poursuivre ses études à l'université et qu'elle va se rapprocher de Chase, le garçon populaire de la ville. Surtout que ce dernier sera retrouvé sans vie et que la piste du meurtre semble très vite la plus plausible et la principale suspecte, et vous vous en doutez, c'est évidemment Kia. Comme je le disais, Là où chantent les écrevisses, c'est un roman qui est resté très longtemps dans ma wishlist et qui a survécu à de nombreux tris. On m'en avait parlé à de nombreuses reprises et en des termes très élogieux, donc j'étais persuadée que moi aussi j'allais adorer ce livre. Mais mon avis est plus en demi-teinte. Déjà, j'ai beaucoup aimé le travail de la narratrice. Audiolib produit des livres audio de qualité et Là où chantent les écrevisses n'est pas une exception. La narratrice a vraiment su donner vie
à l'histoire, aux différents personnages, et c'est grâce à elle que je me suis accrochée, que j'ai terminé le livre sans trop de difficultés, même quand l'autrice a commencé à vraiment enchaîner les choix narratifs douteux. Parce que l'histoire aurait pu être très belle, porter de beaux messages sur l'acceptation, le respect, l'importance d'aller plus loin que ses préjugés, la persévérance et le respect de l'environnement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui me vient directement à l'esprit en repensant à Là où chantent les écrevisses. Et c'est vraiment dommage parce que je trouvais que l'histoire commençait très bien. L'autrice a fait le choix de nous plonger très rapidement dans l'action parce que dès le début, on sait qu'un habitant de Barkey Clove a été tué et que les soupçons sont très vite tournés vers Kia. Au fur et à mesure que le shérif et ses adjoints regroupent les preuves, on apprend à mieux connaître Kia, à découvrir son enfance difficile, Kia qui a un père violent et une mère qui l'abandonne à son sort en toute connaissance de cause, et ses nombreux frères et sœurs qui n'auront pas une pensée pour elle, ne lui proposeront jamais de fuir avec eux, de s'éloigner tout simplement de ce père maltraitant. On découvre également son lien avec le Marais, cette terre hostile qui petit à petit dévoile ses trésors, la richesse de sa faune et de sa flore. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'on ressent réellement la passion de l'autrice pour l'environnement et elle nous démontre que le Marais est essentiel pour la biodiversité. En réalité, j'ai apprécié ma lecture jusqu'au moment où se tient le procès. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à trouver le temps long, mon intérêt pour l'histoire s'est émoussé et malheureusement pour l'autrice, j'ai commencé à avoir des ficelles narratives bancales, très bancales. Le procès, c'est une accumulation de clichés, de scènes qui sont sorties de nulle part, de solutions scénaristiques basées sur du vent. Je peux rien vous spoiler, mais j'ai trouvé que le dénouement était tiré par les cheveux, invraisemblable, et l'autrice en rajoute une couche à la toute fin du récit, sortant des explications venues de nulle part. Je n'ai pas compris l'utilité de ce dernier twist, même si au fond de moi, je le voyais venir et il ne m'a pas surprise. Et j'ai beau repasser chaque événement dans ma tête, regrouper les différents indices, je vois pas comment on aurait pu arriver à cette conclusion sans faire des pirouettes artistiques et sortir des événements du chapeau magique de l'autrice. Je pense que l'enquête aurait pu être bien plus qualitative si l'autrice avait vraiment pris le temps d'installer plus d'indices, de nous proposer diverses pistes de réflexion. Au lieu de ça, elle comble beaucoup avec les histoires d'amour de Kia qui sont, on va pas se le cacher, un poil surréalistes et mièvres. Je trouvais que ces relations amoureuses étaient quand même exagérées, un brin mélodramatique et digne de séries pour les adolescents où le grand amour survit à tous les coups bas, à toutes les trahisons, etc. J'ai rien contre ces séries, j'en suis même plutôt friande, mais quand on me promet un roman noir, âpre et un peu violent, je m'attends pas forcément à retrouver cette conception des relations romantiques. Et puis, on a aussi beaucoup d'extraits de poèmes qui viennent camoufler les lacunes de l'histoire. Encore une fois, je n'ai rien contre l'insertion de poèmes dans l'histoire, ça peut totalement faire sens si celui-ci est bien choisi, mais on ne peut pas dire que l'autrice y va avec parcimonie. À un moment de l'intrigue, on les enchaîne et ça m'a donné un peu l'impression que l'autrice se regardait un peu réciter tous les poèmes qu'elle connaissait parce que ça lui donnait un peu un air supérieur. Et bon, c'est pas du tout utile. Ces poèmes, ils finissent tout simplement par desservir l'histoire et les personnages. Personnages qui finissent d'ailleurs par être des clichés alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien plus complexe que ça. Kia aurait pu être une jeune femme pleine de ressources, endurcie contre la solitude et qui sait qui sont les personnes auxquelles elle peut accorder sa confiance. Mais quand on voit la jeune adulte qu'elle devient, je suis un peu navrée de le dire, mais pour moi c'est une Marissou. Elle est naturellement belle, hyper intelligente, un poil rebelle, mais suffisamment naïve et, selon Tate, tellement pure et innocente. En plus, elle réussit tout ce qu'elle entreprend, et ce parfois avec aucune expérience.
Sincèrement, c'est pas le personnage le plus intéressant à suivre et de mon point de vue, le livre ne brille pas forcément par ses personnages, mais bien plus par son aspect nature writing. Donc forcément, les autres personnages qui gravitent autour de Kia sont aussi des archétypes dignes d'un teen movie. Le gars gentil, le bad boy qui est la célébrité locale parce qu'il est le meilleur quarterback que cette petite ville de Caroline du Nord ait vu depuis des années. Pour moi, les personnages les plus attachants et les mieux réussis sont Jumper et sa femme. Ce sont des personnages secondaires, voire tertiaires, mais j'ai trouvé qu'ils avaient une vraie présence, une vraie substance et un message important à faire passer. Vous l'avez compris, Là où chantent les écrevisses, c'est vraiment un rendez-vous manqué. J'aurais voulu avoir un avis plus positif à vous partager et vous dire que c'est le meilleur roman de nature writing que j'ai jamais lu, que c'était beau et touchant. Je pense que j'aurais pu vous recommander davantage ce livre s'il n'y avait pas eu l'enquête ou si elle était bien mieux ficelée. Et je finis cette update lecture avec le préquel d'un roman de fantasy bien connu, Légende élatée. Ce tome-ci s'appelle Saga et Sable d'Os. C'est toujours écrit par Travis Baldree et édité chez Yinis. Dans Saga et Sable d'Os, nous suivons les aventures de Vive des années avant son arrivée à Twin. Ici, elle débute à peine sa carrière de mercenaire et comme elle se pense invincible, elle fonce dans le tas, ne réfléchit pas avant d'agir et donc fait tout le temps preuve d'imprudence. Et forcément, arrive ce qui devait arriver. Vive se blesse bêtement et elle est contrainte de se reposer dans une petite ville très calme, ce qu'elle déteste. Et pour éviter de mourir d'ennui, Vive va pousser la porte d'une petite librairie, y faire la rencontre de Salvina, la propriétaire, et elle va l'aider à remettre d'aplomb cet endroit. J'avais découvert Légende élatée en 2024 et j'avais été totalement conquise par son ambiance douillette, ses personnages attachants et tout ce qui avait attrait à la construction et au développement du commerce de Vive. Alors quand j'ai vu que l'auteur sortait un nouveau livre dans cet univers, eh bien j'étais curieuse de voir ce que le roman raconterait et s'il dégagerait la même ambiance enveloppante et douce. Il faut savoir que l'auteur explique dans ses remerciements que Saga et Sable d'Os n'auraient pas dû exister en l'état. Il voulait écrire une sorte de roman qui mêle cosy fantasy, mystère et romance, le tout se déroulant dans un cadre universitaire à Twin. On en aurait appris davantage sur le système éducatif et culturel de ce monde, on aurait exploré d'autres quartiers, etc. Seulement, il n'était pas satisfait du résultat, ça lui paraissait peu naturel, et il a donc repris le personnage de Vive à imaginer sa genèse, ses débuts en tant que mercenaire. Bon, clairement, moi je veux cette histoire de cosy fantasy / cosy mystery dans le cadre universitaire. J'espère que l'auteur parviendra à l'écrire parce que ça a l'air vraiment cool. Mais revenons à nos moutons et parlons de Saga et Sable d'Os, que j'ai plutôt apprécié, même si je le trouve un peu moins bon et un peu moins abouti que Légende élatée. Tout d'abord, j'ai vraiment apprécié l'atmosphère dans laquelle se déroule ce préquel. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on évolue dans une petite ville maritime bercée par les vagues et où les journées ont l'air de s'écouler très lentement. Mais le lieu fort de cette histoire, c'est surtout la librairie de Salles. Et comme dans Légende élatée ou encore dans la petite boutique au sortilège de Sarah Beth Durst, on va développer un petit commerce, l'améliorer étape par étape. On va commencer par réparer les trous, redonner un coup de peinture et puis vendre l'ancien stock. Et forcément, ça va créer un certain engouement et remettre un peu de vie dans une ville où les jours commencent un petit peu à se ressembler. Je trouve que c'est tellement satisfaisant et indissociable des romans de cosy fantasy. J'adore imaginer les transformations effectuées, me demander quelle sera la prochaine étape qui redonnera vie à la librairie. Par contre, l'intrigue ne se concentre pas uniquement sur le développement et la pérennisation d'une entreprise. Il y a tout un aspect où on parle de nécromancie, d'une menace pour Vive et ses amis, et je dois avouer que tout ça m'a un petit peu moins embarqué. En fait, je ne voyais pas l'utilité de ce pan de l'intrigue.
Dans Légende et Laté, la menace que représente la mafia locale est totalement justifiée et ça permet de faire avancer l'histoire, de faire évoluer les personnages, etc. Ici, j'ai trouvé ça un peu superflu. Le roman n'avait pas besoin d'une tension dramatique, d'une menace qui plane au-dessus des personnages, et j'ai l'impression que l'auteur lui-même le savait parce que ce pan de l'histoire est par moments totalement délaissé, et ce, même au moment où les actions des personnages pouvaient avoir un impact sur cette fameuse menace. Dans ce préquel, on découvre aussi de nouveaux personnages comme Sal et son animal de compagnie, Saucisse. C'est un personnage très attachant et l'amitié qu'elle noue avec Vive est très jolie, très solide. L'auteur introduit de nouveaux personnages comme Mélie la boulangère, et même si ce qu'elle prépare a l'air très bon, ça n'a pas l'air aussi savoureux que les préparations de Bouton dans Légende et Laté. C'était très agréable de les découvrir, d'apprendre à les connaître et à voir quels impacts ils ont dans la vie de Vive, même si elle les a côtoyés peu de temps finalement. Mais pour moi, le plus gros problème de ce livre, c'est son style d'écriture. J'avais déjà remarqué que Les gens délatés étaient très simples, comme si le roman avait été écrit d'un seul bloc et qu'on ne s'était pas penché plus que ça sur le style d'écriture. À l'époque, j'avais mis ça sur le fait que c'était un roman écrit à la base lors d'un NaNoWriMo, qui est un challenge d'écriture où il faut écrire, je pense, 10 000 mots durant tout le mois de novembre. Et ça avait été publié en auto-édition et ensuite repéré par des maisons d'édition, donc peut-être fallait-il laisser le livre en l'état ou faire très peu de modifications. Je me disais que le style allait s'améliorer au fil des publications et que je verrais déjà une certaine amélioration avec ce préquel. Eh bien, pas vraiment. Le style de Travis Baldree reste extrêmement simple et parfois répétitif. Néanmoins, ce qui m'a le plus frappé en lisant ce roman, c'est que certaines phrases n'ont absolument aucun sens. J'ignore si c'est l'auteur qui s'est mal exprimé ou si c'est un problème de traduction. Toujours est-il que c'est bien plus récurrent dans Saga et Sable d'Os que dans Légende et Laté. Bref, même si j'ai pas retrouvé ce qui faisait la magie de Légende et Laté, je suis quand même contente d'avoir découvert ce préquel, d'avoir retrouvé Vive et découvert de nouveaux personnages. Je pense que cet univers est plutôt vaste, donc je ne serais pas étonnée de les retrouver dans d'autres romans, et si l'intrigue et l'ambiance me plaisent, alors je les découvrirai avec plaisir. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces romans et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures dans la section des commentaires. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.